Je m'appelle Claire Adams. J'ai 27 ans, et la semaine dernière, j'ai obtenu un MBA de Stanford, ce dont personne dans ma famille n'aurait jamais rêvé. On pourrait penser que ça ferait de moi l'enfant chéri. Mais dans la famille Adams, j'ai toujours été l'ombre. Ma sœur cadette, Ashley, la future médecin, est le joyau de la couronne de nos parents, tandis que je ne suis que celle qui est derrière un bureau, payant des factures pour lesquelles personne ne m'a jamais remercié. Pendant des années, je me suis dit que ce n'était pas grave, que si je travaillais plus dur, il finirait par me voir. Mais au fond, j'ai toujours su que j'étais le mouton noir de ma propre maison. Ce que je ne savais pas, c'est que la nuit censée célébrer ma réussite deviendrait la nuit où tout s'effondrerait, où mes parents diraient quelque chose de si cruel que cela briserait notre famille pour toujours. Et à cet instant, j'ai réalisé que la fille qu'ils n'avaient jamais voulu allait disparaître pour de bon. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit des mots si cruels que vous ne pouviez pas les oublier, surtout un jour censé vous célébrer? Si cette histoire vous a touché, votre voix pourrait aider quelqu'un d'autre à retrouver sa valeur. Le dîner était organisé chez Del Monaco S, l'un des restaurants les plus chics de Seattle, nappe en lin blanc, lustre en ambre et le bourdonnement discret de l'argent dans l'air. J'avais réservé la salle à manger privée moi-même, payé chaque plat, chaque bouteille de vin, chaque putain de truc sur cette table. Non pas parce que j'avais besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'après des années à jongler avec les emplois, les prêts et le doute de soi, je voulais enfin célébrer quelque chose que j'avais mérité. J'ai accueilli chaque invité avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment mes yeux, des professeurs, des collègues, mon responsable du cabinet de conseil où j'avais fait un stage et où je venais de décrocher un poste à temps plein, des amis de la fac rayonnant de fierté. Puis sont arrivés mes parents, Suzanne et Robert Adams. À la mode en retard comme toujours, habillés avec élégance et soin comme si c'était eux qui étaient honorés ce soir. Ils n'ont apporté ni fleurs, ni même une carte. Ashley n'est pas venue. Elle était de garde à l'hôpital, apparemment, ou peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas envie de venir à quelque chose qui ne la concernait pas. J'ai présenté mes parents à tout le monde. Il y a eu des poignées de main fermes, des mots gentils, des compliments que j'avais secrètement espéré qu'ils entendent. Vous devez être si fier de Claire, a dit l'un de mes professeurs en souriant chaleureusement. Un MBA de Stanford, ce n'est pas une mince affaire. Ma mère a ri doucement et a répondu, « Oh, nous sommes fiers de nos deux filles, mais Ashley, notre cadette, est en faculté de médecine, elle fait de longues gardes aux urgences, elle sauve des vies. » C'est ça, le vrai impact. Un silence. On pouvait presque entendre les couverts hésiter. Mon sourire est resté figé, comme s'il avait été cloué sur mon visage. Quelques instants plus tard, mon responsable s'est levé pour porter un toast. Il a parlé de mon éthique de travail, de la façon dont j'avais dirigé une équipe de stagiaires et maintenu le projet en place sous pression. Claire est l'une des jeunes consultantes les plus brillantes avec lesquelles j'ai jamais travaillé, a-t-il dit. Elle va faire de grandes choses. Des applaudissements ont suivi, sincères et forts. Je me suis tourné vers mes parents, cherchant sur leur visage la moindre étincelle de fierté. Mon père a laissé échapper un petit rire. Elle est intelligente, bien sûr, mais Ashley, elle est là-bas à sauver des vies tous les jours. C'est le genre de fierté qui n'a pas de prix. Ma gorge s'est serrée. C'était comme s'ils avaient répété ces lignes, comme si toute mon existence n'était que le lever de rideau avant la tête d'affiche, Ashley la sauveuse. Les gens à table ont échangé des regards mal à l'aise. L'un de mes collègues, que Dieu la bénisse, s'est penché vers ma mère et a dit, tout de même, vous devez être fier de Claire. C'est une réussite incroyable. Ma mère a souri poliment. C'est bien, je suppose. Puis mon père a renchéri, ramenant à nouveau la conversation sur les gardes de nuit d'Ashley, ses stages en médecine, les patients qu'elle avait aidés. Comparé à un médecin, a-t-il dit en haussant les épaules, un MBA, ce n'est pas la même chose. C'en était trop. Le barrage a cédé. Je me suis levé, la chaise raclant le sol comme un cri. La pièce est devenue silencieuse. Ma voix n'a pas tremblé comme je le pensais. Savez-vous ce que j'ai dû faire pour en arriver là? Combien de nuits je n'ai pas dormi? Combien d'heures j'ai travaillé tout en étudiant juste pour ne pas être un fardeau pour vous? Les lèvres de ma mère se sont pincées en une fine ligne. Mon père me regardait comme si je faisais une scène. J'ai payé les frais de scolarité d'Ashley. J'ai envoyé de l'argent quand l'électricité a été coupée. Je me suis privé pour que cette famille puisse rester à flot. Et malgré tout, je ne suis que celle qui est derrière un bureau. L'air est devenu lourd. Les gens ont retenu leur souffle.
Je ne parlais même plus à la pièce. Je parlais à deux personnes qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Si je suis aussi inutile que vous le dites, alors qui a fait tenir cette famille toutes ces années? Mon père s'est levé, rouge de colère. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Ces mots ont tranché plus proprement qu'une lame. Nous aurions préféré ne jamais avoir une fille comme toi. Des halètements. Le cliquetis d'une cuillère tombant sur une assiette. Ma vision s'est brouillée pendant une demi-seconde, mais pas à cause des larmes, à cause de la clarté. J'ai regardé autour de la table tous les visages stupéfaits, les gens qui me respectaient pour ce que j'étais, alors que ceux qui m'avaient élevé venaient de m'effacer d'une seule phrase. Je me suis retourné vers eux, calme maintenant. Si c'est ce que vous souhaitez, alors peut-être qu'il est temps que je commence à vivre comme si je n'avais jamais été leur fille. Et je suis sorti. Si je n'ai jamais été désiré, peut-être qu'il est temps que je commence à vivre comme si je n'avais jamais été leur fille. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, ni quand j'ai quitté le restaurant, ni quand j'ai atteint le trottoir, les talons claquant contre le trottoir mouillé sous la douce bruine qui fait partie de la vie à Seattle, pas même quand je suis rentré chez moi, que j'ai enlevé mes talons et que je me suis assise en silence dans mon appartement sombre. Mais le lendemain matin, quand j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai vu des appels manqués de mes parents, 11 d'entre eux, et un texto froid qui disait simplement « Tu nous as embarrassés. J'espère que tu es fier de toi », c'est là que quelque chose s'est fissuré en moi, non pas de tristesse, mais d'épuisement, parce que ce n'était pas une chose d'un soir. Ce n'était pas nouveau. C'était juste le dernier titre d'une histoire qui se déroulait depuis toute ma vie. Je n'étais pas choqué. J'en avais juste enfin fini. En grandissant, j'étais la fille qui se fondait dans le décor tandis qu'Ashley scintillait au centre de la pièce. Nous n'avons que 2 ans d'écart, mais la différence dans la façon dont nous étions traités aurait pu être une vie entière. Ashley avait des récitals de piano, des trophées pour s'être simplement présentée, des fêtes d'anniversaire avec des gâteaux à 3 étages et des ballons qui éplaient son nom en lettres d'or. Moi, une fois, j'ai reçu un gâteau qui disait « Joyeux anniversaire, Ashel », avec beau et clair écrit à la hâte, en petits caractères dans le coin inférieur. C'est devenu une blague familiale. Ils ont ri. Pas moi, mais j'ai souri quand même. J'ai appris très tôt que la réussite n'avait pas d'importance si elle ne correspondait pas à leur idée de la fierté. Quand j'ai remporté le concours régional de mathématiques au lycée, je suis rentré à la maison rayonnante, tenant le certificat comme s'il signifiait quelque chose. Ma mère n'a même pas levé les yeux de son repassage. C'est bien, a-t-elle dit, mais Ashley fait du bénévolat à l'hôpital. C'est ça, le vrai impact. C'était l'expression qu'ils utilisaient toujours, le vrai impact. Apparemment, l'impact ne compte que s'il y a une blouse blanche impliquée. Je n'ai pas arrêté d'essayer pour autant. Je me suis dit que peut-être, si je réussissais assez, il finirait par prononcer les mots que j'avais toujours voulu entendre, « Nous sommes fiers de toi, Claire ». Alors, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant mes études de premier cycle, 3 emplois à la fois. J'ai fait des lattes à 6 heures du matin, nettoyé des bureaux après les cours, donné des cours particuliers aux enfants du quartier le week-end. Chaque dollar que je gagnais allait ailleurs pour aider à payer les factures à la maison, pour subvenir aux besoins médicaux sans fin d'Ashley. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils l'ont juste pris comme si c'était dû. Michael plaisantait souvent en disant que j'étais la seule personne qu'il connaissait qui pouvait calculer un budget familial plus vite qu'elle ne pouvait calculer sa propre valeur. Il le disait avec un sourire, mais j'ai toujours remarqué la façon dont ses yeux s'adoucissaient après. Michael, mon meilleur ami depuis la fac, la seule personne qui voyait clair à travers toutes les simagrées. Son histoire n'était pas la mienne, mais elle y ressemblait. Son père était un ancien militaire, rigide et brutal dans la façon dont il imposait le respect. Quand Michael a choisi l'art plutôt que l'ingénierie, son père l'a coupé. Mais contrairement à moi, Michael a cessé de courir après l'approbation. « Tu ne peux pas arroser des racines mortes, Claire », m'a-t-il dit un jour. « Ce n'est pas de ta faute si rien ne pousse. » À l'époque, je ne le croyais pas. Je pensais qu'il était juste cynique. Je pensais encore que la loyauté signifiait le sacrifice, même si cela me vidait de mon énergie. Mais maintenant, je commençais à comprendre. Ce soir-là, après le dîner, Michael a appelé. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté son message vocal en boucle. « Claire, je suis fier de toi. Pas seulement pour t'être défendue, mais pour être enfin partie. Appelle-moi quand tu seras prête à respirer à nouveau. » Je n'étais pas encore prête, pas complètement,
mais quelque chose était en train de changer. Pendant si longtemps, j'ai vécu avec cet espoir fragile qu'un jour, si je restais calme et que je travaillais dur, il finirait par se tourner et me voir. Cet espoir était la seule chose qui me permettait de tenir le coup. Mais maintenant je commençais à me demander si, peut-être, la seule façon d'être libre est d'arrêter d'essayer d'être aimé par des gens qui ne le feront jamais. Je n'ai pas emballé grand-chose quand j'ai quitté mon ancien appartement, juste l'essentiel, mon ordinateur portable, quelques vêtements usés, les livres dont je ne pouvais pas me séparer, et la seule photo encadrée que j'avais encore de la fac, moi et Michael assis sur la pelouse du campus, tenant des tasses de café et souriant comme des idiots. C'était avant que la vie ne devienne compliquée, avant que j'oublie comment sourire comme ça. J'ai emménagé dans un petit appartement d'une chambre à belle vue. Rien d'extraordinaire, juste du parquet, des murs blancs et une grande fenêtre qui donnait sur une rue calme bordée d'érables. Mais c'était le mien, payé avec mon propre argent, décoré par l'opinion de personne d'autre que moi. Pas d'Ashley, pas de Suzanne, pas de Robert, juste Claire. La première nuit où j'ai dormi là-bas, je n'ai pas dormi du tout. J'étais allongé sur le matelas sur le sol, sans cadre de lit pour le moment, regardant le plafond, écoutant le silence. Au début, il semblait vide. Mais plus j'écoutais, plus je réalisais que ce n'était pas le silence. C'était la paix, celle que je n'avais pas connue depuis des années. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. 3 paiements automatiques étaient programmés, un à la compagnie d'électricité de mes parents, un au portail des frais de scolarité d'Ashley et un à l'hypothèque familiale. Je les ai tous annulés. Ma main a un peu tremblé quand j'ai cliqué sur confirmer, mais ma poitrine s'est sentie plus légère. Aucune explication, aucune excuse, juste assez. J'ai passé les semaines suivantes à construire une vie qui n'avait rien à voir avec personne d'autre que moi. Le travail au cabinet de conseil s'est intensifié. Mon responsable m'a affecté à un projet majeur, une restructuration pour une entreprise technologique du Fortune 500. Je m'y suis investi à fond, travaillant tard, dirigeant des appels, résolvant des problèmes comme une seconde nature. Pour une fois, je ne le faisais pas pour obtenir une approbation. Je le faisais pour moi. Et les gens l'ont remarqué. J'ai commencé à être invité à plus de réunions. On me demandait mon avis, on ne l'ignorait pas. Mon nom a commencé à circuler, non pas en tant que sœur d'Ashley ou fille responsable, mais en tant que Claire Adams, l'étoile montante. Le soir, je rentrais dans mon appartement calme. J'ai acheté un canapé gris doux, une lampe en forme de branche d'arbre et une grande bibliothèque pour tous les livres de poche que j'avais gardés dans des boîtes pendant des années. J'ai planté des plantes grasses sur le rebord de la fenêtre, j'ai allumé des bougies, j'ai mis du jazz pendant que je cuisinais pour une personne. C'était un luxe. C'était égoïste. C'était bon. Michael est passé un samedi après-midi avec une bouteille de vin et 2 sacs géants de plats à emporter thaïlandais. « Tu respires toujours ?» a-t-il demandé en entrant dans mon appartement comme s'il était chez lui. J'ai acquiescé. En fait, je crois que je commence à vivre. Nous nous sommes assis sur le sol, mangeant des nouilles et buvant du cabernet bon marché, riant de vieilles histoires de la fac. Pendant un moment, c'était juste facile, simple, comme la ville était avant que je n'essaie si fort de prouver que j'étais importante. « J'aime cet endroit », a-t-il dit en regardant autour de lui. « Il te ressemble. » Je crois que je suis encore en train de comprendre ce que cela signifie, ai-je admis. Il a levé son verre pour comprendre. Nous avons fait teinter nos verres, et j'ai senti quelque chose de chaud s'épanouir dans ma poitrine. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus calme, l'acceptation de soi, peut-être, ou du moins le début. Ce soir-là, alors que je pliais une couverture sur le dossier de mon canapé, mon téléphone a vibré. Maman. Puis à nouveau, papa. Pas de messages vocaux, juste des appels manqués, les uns après les autres, 10 au total. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas écouté. Au lieu de cela, j'ai mis le téléphone en silencieux, je me suis blotti sous la couverture et j'ai regardé par la fenêtre les lampadaires clignotants. Ils voulaient le silence. Je leur ai donné le silence, mais maintenant ils l'entendraient plus fort que jamais. Ils voulaient le silence. Je leur ai donné le silence, mais maintenant ils l'entendront plus fort que jamais. Tout a commencé par un coup, pas le genre de coup auquel on s'attend, pas hésitant ou poli. Il était brusque, fort, insistant, le genre de coup qui ne demande pas la permission mais exige l'attention.
J'ai regardé l'heure, 16h13 un mardi. Je venais de rentrer du travail, portant encore mes talons, la veste à moitié enlevée de mes épaules. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Debout là, comme si de rien n'était, il y avait mes parents, Robert et Suzanne Adams, habillés comme s'ils rendaient visite à quelqu'un qu'ils possédaient encore, mon père dans sa chemise boutonnée et ses chaussures en cuir, ma mère les bras croisés serrés sur son imperméable beige, les lèvres déjà pincées comme si elle se préparait à la guerre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Nous devons parler, a dit ma mère. La dernière fois que nous avons parlé, elle m'a dit que j'avais embarrassé la famille. Maintenant, elle se tenait à ma porte comme si le passé n'existait pas. Ils sont passés devant moi sans attendre d'invitation. J'ai refermé la porte derrière eux lentement, comme si j'essayais de ne pas réveiller une bombe. Ils se sont assis sur mon canapé, celui que j'ai acheté avec mon propre argent, dans le salon que j'ai payé avec chaque nuit blanche et chaque merci qu'ils n'ont jamais dit. Je suis resté debout. Claire, a commencé mon père, se raclant la gorge comme s'il allait prononcer un discours d'affaires, Ashley a eu des contretemps. Des contretemps, c'est comme ça qu'il appelait ça. Son stage à l'hôpital a été interrompu, a poursuivi ma mère. Réduction de personnel. Et ses frais de scolarité, eh bien, le solde restant est en retard. Elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre le programme. Et, ai-je demandé, d'une voix plate. Et ma mère a claqué, nous avons besoin de ton aide. Voilà. Pas d'excuses, pas de regrets, juste la vieille chanson, un couplet différent. Aide, ai-je répété, comme si j'essayais le mot pour la première fois. Claire, tu sais à quel point c'est important, a dit mon père. Si elle prend du retard maintenant, elle pourrait tout perdre. Elle, ai-je demandé. Ou vous? Les yeux de ma mère se sont plissés. Ne sois pas mesquine. J'ai ri, un son doux et amer qui a surpris même moi. J'ai abandonné des années de ma vie pour cette famille, j'ai envoyé de l'argent quand le chauffage a été coupé, j'ai couvert les manuels d'Ashley, son loyer, sa nourriture. Je me suis privé pour qu'elle puisse tout avoir. Et le seul soir, un seul soir où j'ai demandé quelque chose en retour, vous m'avez humilié. Nous étions contrariés, a claqué mon père. Tu nous as manqué de respect. J'ai fait un pas en avant. Mes talons ont frappé le sol avec un bruit sourd. Non, vous m'avez manqué de respect pendant des années. Silencieusement, constamment, vous en avez fait une habitude. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez épuisé. Ma mère s'est levée maintenant, elle aussi. Nous sommes tes parents. Nous t'avons mis au monde. Et je l'ai porté sur mon dos pendant que vous félicitiez quelqu'un d'autre de se tenir sur mes épaules. Le silence entre nous s'est étiré, fin, tendu, comme une corde de piano. Une pichenette et tout se briserait. Vous ne pouvez pas venir ici maintenant et faire comme si ça ne s'était pas produit, ai-je dit, d'une voix basse mais ferme. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas avoir dit que vous auriez préféré que je ne sois jamais né. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai maintenue ouverte. Si vous êtes venu ici pour vous excuser, je vous écouterai. Mais si vous êtes venu demander plus, ça s'est terminé la nuit où vous m'avez renié. Aucun d'eux n'a bougé. Claire, c'est la famille, a dit ma mère, sa voix s'élevant. Le sang, c'est le sang. J'ai secoué la tête. Pas quand il est empoisonné. J'ai pointé le couloir. Ils sont sortis raides et silencieux. Mais avant de franchir le seuil, ma mère s'est retournée. Tu vas le regretter. Un jour, tu réaliseras que tu as besoin de ta famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai déjà une famille, juste pas vous. La porte s'est claquée, et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de peur, pas de regret, juste de l'air, froid, immobile, libre. Cette fois, je n'ai pas pleuré en fermant la porte. J'ai souri. Les semaines qui ont suivi la fermeture de cette porte se sont écoulées dans un élan tranquille. Plus d'appels, plus de textos, juste le silence, exactement celui qu'ils exigeaient autrefois de moi. Seulement maintenant, ce n'était pas le silence soumis d'une fille baissant la tête. C'était le silence de quelqu'un qui avait enfin appris à parler d'autre façon. Au cabinet, je me suis investi à fond dans le travail. J'ai dirigé des réunions avec une assurance qui m'était d'abord inconnue, comme si je portais un costume taillé pour quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je réalise qu'il avait toujours été le mien. Les gens écoutaient quand je parlais.
Les clients me demandaient par mon nom. Puis il y a eu le projet, une restructuration de plusieurs millions de dollars pour un géant de la technologie basé à Redmond, le genre de compte qui pouvait faire ou défaire la carrière d'un jeune consultant. Mon responsable me l'a confié sans hésitation. Tu l'as mérité, a-t-il dit. Ne te retourne pas. Et je ne l'ai pas fait. Pendant 6 semaines, j'ai vécu et respiré ce projet, session de stratégie, présentation de diapositives tardives, tableaux croisés dynamiques qui dansaient sur les écrans jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Mais je ne me sentais pas épuisé. Je me sentais motivé, forte, en contrôle. Le soir, je retournais dans mon appartement, maintenant entièrement meublé, le canapé avec ses coussins doux, les bibliothèques remplies d'histoires que j'avais enfin le temps de lire, des bougies vacillant doucement dans les coins. Il ressemblait à la maison, pas l'endroit où je suis né, mais celui que j'ai construit, brique par brique émotionnelle. Michael passait souvent, parfois juste pour s'asseoir en silence et manger les restes que j'avais, d'autres fois pour passer des disques et se disputer de vieilles playlists de la fac. « Tu es différente », a-t-il dit un soir, en sirotant du vin rouge sur mon canapé. J'ai haussé un sourcil. Différente comment? Tu es entière, comme si tu avais enfin cessé d'attendre d'être choisie. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La chaleur dans ma poitrine disait tout. Puis il y a eu l'article. Notre projet avait dépassé toutes les attentes. Le client a renouvelé son contrat, a doublé son investissement et a publiquement crédité la brillante perspicacité stratégique de mon équipe. Mon nom était au premier plan. Un magazine économique local a demandé une interview. J'ai accepté avec hésitation. Je n'avais pas l'habitude d'être vu, mais j'ai dit la vérité, non seulement sur le projet, mais aussi sur le chemin qui m'y avait mené. Sans citer de nom, j'ai parlé de ce que cela signifiait de grandir invisible, de se battre pour une reconnaissance qui n'est jamais venue, et de la façon dont j'avais finalement cessé de la chercher. L'histoire a été publiée sous le titre Claire Adams, étoile montante, sur la direction grâce à la résilience. LinkedIn a explosé, des centaines de j'aime, puis des milliers, des messages directs de strangers disant que mes mots leur ressemblaient, des adultes avouant qu'ils avaient pleuré. Une phrase a été republiée encore et encore, vous n'avez pas à gagner l'amour des gens qui l'utilisent comme une arme. Michael m'a envoyé une capture d'écran, a encerclé la citation. Putain, Claire, disait son texto. Tu as commencé une révolution silencieuse. Mais tout le monde n'était pas silencieux. Les emails ont commencé à arriver de mes parents, courts, brusques, tu as fait honte à cette famille. Comment oses-tu parler de nous publiquement? Ashley souffre et tu es là à te vanter. Je n'ai pas répondu. Ils ont essayé la culpabilité, puis le blâme, puis à nouveau le silence. Je suis resté immobile. Pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre, de réparer les choses, d'être la colle. J'ai fini par le laisser se briser. Et d'une certaine manière, je ne me suis pas brisé avec lui. Je me suis tenu devant ma baie vitrée un soir, un verre de vin à la main, la ligne d'horizon de Seattle scintillant comme si elle m'acclamait. J'ai pensé à cette fille, moi, il y a 2 ans, renvoyant à la maison la moitié de son chèque de paie, espérant un merci qui ne viendrait jamais. J'ai pensé à ce dîner, à cette phrase, nous aurions préféré ne jamais avoir une fille comme toi. Et puis j'ai pensé, j'avais l'habitude de penser que le silence signifiait la défaite. Maintenant, je sais que le silence est le pouvoir. La fête était petite, intentionnellement. Pas de lieu de prestige, pas de liste d'invités remplie de gens que je connaissais à peine, juste mes amis les plus proches, des collègues qui avaient été à mes côtés dans le chaos. Et Michael, bien sûr, qui a apporté 2 bouteilles de vin rouge et un plateau de fromage outrageusement surdimensionné qu'il a fièrement assemblé lui-même. Ce n'était pas une célébration du statut. C'était une célébration de la survie. Je venais de signer un contrat de direction à long terme avec le cabinet, pas une promotion que quelqu'un m'avait donnée, un poste que j'avais mérité et négocié selon mes propres conditions. Pas l'ombre de quelqu'un d'autre qui me suivait. Plus de ficelles tirées du passé. L'appartement brillait d'une douce lumière ambrée. La musique jouait doucement en fond sonore, du jazz, de l'indie, quelque chose de facile. À travers les larges fenêtres, Puget Sound scintillait sous le ciel nocturne, et la ville bourdonnait comme si elle respirait avec moi. Des rires résonnaient dans le salon. Quelqu'un a porté un toast à ma santé, et j'ai ri, vraiment ri, pas par politesse, pas par habitude, mais parce que la joie était à nouveau réelle. Personne n'a mentionné Ashley. Personne n'a posé de questions sur mes parents.
Personne ne m'a regardé avec pitié, juste de la fierté, juste de l'amour. Michael a fait teinter son verre contre le mien et s'est penché. Regarde ça, a-t-il dit, en faisant un geste vers la pièce. C'est la famille que tu as construite, Claire. J'ai acquiescé. Ouais, celle qui m'a choisi en retour. Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis tenu seul sur le balcon. La brise de l'eau était froide mais propre, brossant mes cheveux comme un bouton de réinitialisation. En bas, les lumières de Seattle s'étendaient comme des constellations. J'ai siroté ce qui restait de mon vin et j'ai pensé à tout ce qui m'avait mené ici, les sacrifices que personne n'a vus, les années que j'ai données et données jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien pour moi, le dîner, les mots que je n'oublierai jamais. Mais j'ai aussi pensé à la première fois où je me suis levé, à la première nuit où j'ai dormi dans cet appartement, à la première fois où quelqu'un a dit qu'il était fier de moi et le pensait vraiment. Et j'ai réalisé quelque chose. Peut-être qu'on ne peut pas choisir la famille dans laquelle on est, mais on peut choisir les morceaux de cette histoire qu'on emporte avec soi et ceux qu'on laisse derrière soi. Peut-être que l'amour qui vient avec des conditions n'est pas vraiment de l'amour du tout. Et peut-être que la vraie liberté est d'apprendre à vivre sans avoir besoin de ce qui n'a jamais été donné librement. À l'intérieur, mon téléphone a vibré. Un autre message, d'un inconnu cette fois, quelqu'un qui a lu l'article, qui m'a trouvé à travers la tempête, qui a écrit « Ton histoire m'a aidé à enfin m'éloigner de la douleur que je pensais devoir accepter. » J'ai souri. Je n'étais plus seul, et eux non plus. Je suis rentré et j'ai éteint les lumières, la pièce encore chaude de l'écho des voix, de l'odeur du vin rouge et des bougies qui flottaient dans l'air. J'avais passé des années à supplier qu'on me reconnaisse. Maintenant, j'en avais fini de supplier. Je construisais. Je choisissais. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui j'étais, pas la fille de quelqu'un, pas le plan de secours de quelqu'un, pas la ligne de sauvetage invisible de quelqu'un, juste moi. Assez entière, libre. Je ne suis pas la fille qu'il voulait, mais je suis enfin la mienne.